Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas le feu ni le fer, mais le papier. Des listes de questions soigneusement rédigées, des colonnes de réponses toutes faites, des cases à cocher reconnues ou non reconnues, des cases vides pour les noms des témoins et les dates de comparution. Ces tableaux contiennent moins de légendes et plus de détails sur le fonctionnement réel de la machine. Qui a lancé l'affaire, ce qui est considéré comme mauvaise réputation, à quelle fréquence les personnes étaient convoquées et combien de temps elles avaient pour réfléchir. La peur ne vient pas du monstre, mais du calendrier, et c'est encore plus effrayant. Je vous souhaite la bienvenue. Veuillez indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette émission, de quelle ville, de quel pays. Je vous souhaite une écoute paisible. Vous allez découvrir une histoire aride mais glaciale sur la façon dont l'Inquisition vivait non pas d'un mythe, mais d'une procédure. La procédure ne commençait pas dans une cave, mais sur le papier. Elle était déclenchée par la rumeur publique, non pas une plainte isolée, mais l'opinion persistante qu'un adulte tenait des propos hérétiques, fréquentait certaines personnes, conservait des textes, se détournait des rites, diffusait des enseignements. Cela était consigné comme mauvaise réputation et donnait lieu à une enquête. On recueillait les noms de ceux qui pouvaient confirmer ou infirmer les rumeurs. On déterminait les limites de la communauté où cette réputation circulait. On vérifiait si les initiateurs avaient des inimitiés personnelles ou des différends patrimoniaux. Dans les villes, des avis étaient affichés indiquant les délais de comparution. Pendant plusieurs semaines, tout adulte était tenu de se présenter et de dire ce qu'il savait. Ne pas se présenter signifiait renoncer à la protection offerte par le « je ne savais pas ». Parallèlement, on dressait un registre des personnes convoquées par leur nom, avec signature, date et lieu. Suivait ensuite un interrogatoire sur la réputation. Il était mené devant un notaire, parfois en présence de 2 témoins, afin que chaque détail ait son importance. Les questions étaient stéréotypées. Pas « croyez-vous », mais « quand » ou « en présence de qui tel comportement a-t-il été observé? Quels mots ont été utilisés? Quels objets ont été trouvés? À quelle fréquence cela s'est-il répété? Pas de conversation littéraire, seulement des faits, des dates écrites en toutes lettres, des descriptions sans jugement de valeur. Si un schéma récurrent se dessinait, l'affaire passait à l'étape de la convocation personnelle. La personne recevait une convocation et se voyait accorder un délai pour se présenter à la date fixée, apporter des documents, nommer des garants si un serment de bonne foi était requis, préparer une réponse à des points spécifiques. Si nécessaire, une détention préventive était ordonnée, non pas comme une punition, mais comme un moyen de le maintenir dans les limites du tribunal, avec enregistrement des conditions de détention et interdiction de nuire à la vie et à la santé. Les listes de questions constituaient un élément essentiel. Elles étaient rédigées à l'avance, avant la rencontre avec l'accusé, afin d'exclure
toute improvisation selon l'humeur du moment. Les listes étaient divisées en blocs, origine des rumeurs, contact avec des personnes déjà condamnées, objets et livres, observance des rites, formule de foi, récidive. Chaque bloc comportait des formules de réponse possibles, allant de « ne reconnais pas », cite des témoins, à « reconnais partiellement », et chacune était assortie de conséquences précises. Convocation supplémentaire de témoins, perquisition, saisie temporaire d'objets jusqu'à la décision, interdiction de se déplacer, cautionnement. Le mythe aimait raconter l'histoire d'un puits sans fond dans lequel on tombait pour toujours. Le règlement indiquait les étapes par lesquelles on montait et descendait. Pas toujours de manière équitable, mais toujours selon la forme. Le thème de l'interrogatoire avec partialité était également strictement contrôlé. Il ne s'agissait pas d'une torture sans fin, mais d'un renforcement de l'interrogatoire ponctuel, formellement limité, autorisé uniquement après épuisement des moyens doux, en présence de preuves indirectes sérieuses et sur décision écrite du juge. Les règlements soulignaient « Il est interdit de mutiler, de faire couler le sang, de menacer de mort, de répéter indéfiniment le renforcement sous prétexte de poursuite s'il n'y a pas de nouvelles informations. La séance est enregistrée point par point en présence d'un notaire, parfois d'un médecin, les pauses, l'état de la personne interrogée, toutes les questions et réponses sont notées. Ce n'est pas de l'humanisme, c'est la comptabilité de la cruauté. Elle n'éliminait pas la douleur, mais érigeait autour d'elle un mur de mouches. Qui a donné l'autorisation? Pourquoi? Sur quelle base? Pour combien de temps? Avec quelles conséquences? Pour l'affaire. C'est dans ces lignes que se cachait la vérité la plus sombre. Ce n'est pas le démon, mais le formulaire qui fait de la souffrance une norme. La procédure aimait les délais. Après l'annonce de la grâce générale, on accordait plusieurs semaines pour se présenter volontairement, avouer et désigner ses complices en échange d'une décision plus clémente. Après la convocation personnelle, on fixait des jours pour la préparation et la recherche de garants. Des pauses étaient prévues entre les sessions afin de dissimuler l'apparence d'un supplice continu sous le couvert de multiples nouveaux interrogatoires. À chaque étape, il était possible de faire appel. On pouvait demander le report de l'audience pour cause de maladie, exiger la récusation de témoins pour cause d'inimitié, invoquer des contradictions dans les témoignages, s'adresser à un juge supérieur ou à une instance d'une autre juridiction. Cela ne ressemblait pas à un roman sur la justice. Cela ressemblait à un long couloir où chaque porte était marquée à l'encre, la transformant ainsi en véritable mur. Sur les tables, à côté des procès-verbaux, se trouvaient des documents administratifs. Les livres et les objets saisis étaient répertoriés dans des inventaires. Des gardiens étaient désignés. La vente était interdite jusqu'au verdict. Si l'affaire concernait un adulte soutenu par sa famille, on consignait ce que les proches avaient le droit de faire et ne pas faire. Déplacer des biens, rendre visite, conclure des transactions en son nom.
En cas d'issue favorable, tout était restitué contre récépissé. En cas d'issue défavorable, les biens étaient confisqués point par point. L'économie allait de pair avec la foi, et c'est précisément pour cette raison que les affaires inquisitoriales ont si souvent une odeur d'entrepôt et de caisse enregistreuse. Ce ne sont pas les cachots qui font peur, mais la façon dont les nœuds sont soigneusement noués. À la fin du premier cycle d'interrogatoire, le tribunal disposait d'un épais cahier. De l'origine de la mauvaise réputation à chaque détail du régime des interrogatoires et des pauses. Sur la base de ces feuilles, une décision provisoire était prise. Arrêter, ordonner la repentance, continuer à recueillir des preuves, recourir à un renforcement dans les limites d'une seule séance, transférer l'affaire à un tribunal civil s'il s'agissait de crimes ne relevant pas de la compétence de l'Inquisition. Le mythe dépeint un abîme dans lequel on tombe pour toujours, mais le papier nous apprend à voir les marches. L'horreur réside dans le fait que ces marches sont conçues pour pouvoir être parcourues longuement et méthodiquement, normalisant ainsi la suspicion comme mode d'existence de la communauté. Plus loin, des détails qui apparaissent rarement dans les légendes se sont révélés, car il n'y a pas de théâtre là-bas. Après les premiers interrogatoires et les premières annonces, il y avait une période de grâce, quelques semaines, pendant lesquelles les adultes pouvaient se présenter volontairement et exposer tout ce qu'ils savaient en échange d'une issue plus clémente. Les délais étaient écrits en toutes lettres, les portes étaient indiquées précisément, les gardes étaient répartis de manière à ne pas transformer la comparution en piège. La liste des questions pour cette période était imprimée à l'avance sur du parchemin ou recopiée à la machine à écrire afin que les mots ne changent pas en fonction de l'humeur du juge. Origine de la rumeur, connaissance de personnes déjà condamnées, participation à des réunions, détention d'objets et de livres, refus des rites établis. Pour chaque point, il y avait une courte liste de résultats possibles. Assignation à des travaux pénitentiels, cautionnement, détention provisoire, poursuite de l'enquête. Ce schéma en forme de fourche était le véritable visage de la machine. Non pas un abîme noir, mais des bifurcations routières sur lesquelles des panneaux étaient placés à l'avance. Avant de renforcer l'interrogatoire, l'affaire n'était admise qu'après avoir épuisé les moyens doux, convocation, interrogatoire croisé des témoins, perquisition avec inventaire, comparaison des objets trouvés avec les listes interdites. On vérifiait séparément s'il n'y avait pas d'inimitié personnelle, de litige patrimonial ou de signalement provenant d'une personne connue pour sa calomnie. La décision de renforcer l'interrogatoire était rédigée en précisant les raisons, la durée et les limites. Il était interdit de mutiler, de verser le sang, de menacer de mort, de fractionner une session sous le prétexte de nouvelles procédures si aucune nouvelle information n'était apparue. Un notaire et parfois un médecin étaient présents
pour noter l'état de santé de la personne interrogée. Les pauses, les questions, les réponses, tout était consigné par écrit. La cruauté n'avait pas disparu, mais elle cessait d'être arbitraire et devenait une comptabilité de la douleur. C'était là le plus effrayant. La souffrance était transformée en une opération administrative avec un numéro de feuille et la signature du responsable. Les appels n'étaient pas un beau conte de fées, mais une nécessité quotidienne dans un long couloir. On pouvait demander le report d'une audience pour cause de maladie. On pouvait demander la récusation d'un témoin en tant que personne intéressée. On pouvait signaler des contradictions dans les témoignages et demander de nouvelles confrontations. Dans certains lenders, il était possible de s'adresser à un juge supérieur ou à l'instance chargée de vérifier la forme. Cette possibilité ne rendait pas le tribunal plus indulgent, elle le rendait plus lent. Chaque pourquoi se transformait en un passage du dossier par un nouveau bureau, une nouvelle liste, une nouvelle signature. La vie commençait à s'écouler non pas au gré de paroles retentissantes, mais selon la pente des règlements, où la vitesse n'était pas dictée par la justice, mais par le calendrier. L'économie allait de pair avec la foi, comme en témoignait l'odeur chaleureuse du bois et de la cire dans les inventaires. Les objets saisis étaient répertoriés comme si l'on préparait un entrepôt. Un livre, tant de matériaux, tant de mètres de tissu, tant de bougies, un coffre sous-scellé, une clé chez le gardien. Remise uniquement sur autorisation. Avant le verdict, la vente, l'échange et le don étaient interdits. Si l'issue était clémente, les objets saisis étaient restitués, et il fallait signer pour chaque objet. Si l'issue était sévère, les biens étaient confisqués et répartis entre les autorités laïques et la structure ecclésiastique selon des parts connues à l'avance. Là où la légende cherche une cave secrète, le document montre la comptabilité et c'est précisément ce qui fait le plus peur. La suspicion devient une forme d'activité économique et la vie d'autrui une ligne dans le plan de trésorerie. Aux frontières des juridictions, la machine se comportait comme un passage à niveau. Si l'affaire concernait des crimes ne relevant pas de la compétence de l'Église, les documents étaient transmis aux juges séculiers avec des extraits des procès-verbaux. Si les documents ne concernaient que la partie dogmatique, le tribunal ecclésiastique prononçait une sentence de repentance, le porte de signet, un pèlerinage, un séjour dans le cachot du monastère, l'interdiction d'exercer des fonctions publiques. Les récidives étaient considérées comme graves. En cas de récidive, l'affaire pouvait être renvoyée devant un tribunal séculier. Cela n'empêchait pas la participation du papier à chaque étape. Même en cas de décès, il y avait un numéro de feuille, une liste de témoins et un inventaire des biens. Le mythe aime à dire « sans pitié », mais la réalité est différente, selon la forme. La forme distinguait les degrés de suspicion. La grave était déduite de témoignages solides et de découvertes directes, la légère de rumeurs et de liens indirects.
pour le léger, on pouvait se limiter à un serment, à une caution, à un pèlerinage de pénitence, à un vœu public, au port d'un signe visible sur les vêtements pendant plusieurs mois ou années, à la fréquentation régulière des offices religieux, à l'interdiction de changer de lieu de résidence sans autorisation. Pour les graves, des mesures plus sévères étaient prises. Détention prolongée, interdiction d'exercer un métier, confiscation, isolement. Ces instruments n'étaient pas des actes de miséricorde, mais des mesures d'ingénierie. Ils habituaient la communauté à vivre sous contrôle permanent, où tout adulte pouvait, sans mauvaise intention, confirmer la mauvaise réputation d'autrui et ainsi accélérer la machine. Les perquisitions étaient un théâtre sans spectateurs. Elles étaient menées en présence de 2 ou 3 témoins, parfois avec le prêtre de la paroisse voisine, afin d'éviter toute contestation ultérieure sur ce qui avait été trouvé et où. L'inspection des objets était transformée en manuel. Les textes interdits et leurs fragments étaient retranscrits dans un procès verbal. On notait où se trouvait l'objet et qui en était le propriétaire. On comparait les objets trouvés avec les listes d'objets interdits. Dans les maisons où rien n'était trouvé, on laissait une note indiquant l'absence de tout objet interdit afin de protéger les propriétaires contre les rumeurs ultérieures concernant des objets cachés. Ce document ne les protégeait pas de la peur, mais d'une deuxième peur, celle d'être pris après coup. Les protocoles aimaient les répétitions, mais détestaient l'infini. Cela se traduisait par une limitation des renforcements. Une session correspondait à un bloc de questions. La poursuite n'était possible qu'en cas d'apparition de nouvelles informations importantes. Les pauses étaient notées en heures et en mots, l'état de la personne interrogée sur une ligne séparée. En cas de détérioration de la santé, la séance était interrompue. Les raisons étaient consignées et un prêtre ou un médecin était chargé de la surveillance. Il n'y avait pas d'humanisme ici, mais une assurance contre l'échec. L'affaire ne devait pas échouer parce que quelqu'un avait perdu son sang-froid. Le papier se protégeait lui-même. La partie la plus froide était celle des grâces générales. La période de comparution volontaire transformait en dénonciation non seulement l'ennemi, mais aussi le voisin, le parent et le partenaire de travail. En échange d'une issue clémente, on exigeait de nommer ses relations, de confirmer sa participation, d'expliquer ce qui s'était passé et où. Ces comparutions volontaires donnaient lieu à des listes de convocations secondaires. Pas de rugissement de monstre, seulement le bruissement du parchemin et le grincement de la plume. Le mécanisme de la suspicion devenait une habitude sociale. Une personne qui ne verra jamais le sous-sol passera toute sa vie à regarder le tableau d'affichage et ses livres, craignant que demain on y trouve une trace, non pas parce qu'elle a caché quelque chose, mais parce que le mécanisme aime les traces. À la fin du grand cercle, l'affaire aboutissait à une issue intermédiaire. La cessation,
avec des excuses écrites à la communauté et la promesse de s'amender. La repentance sous la forme du port d'un signe, de la fréquentation des offices, d'un pèlerinage et de l'interdiction d'enseigner. Une enquête plus approfondie, avec de nouvelles convocations et perquisitions. Le renvoi devant un tribunal civil, si l'affaire relevait du droit civil. Dans de rares cas, la décision de renforcer les mesures dans le cadre d'une seule session, avec des horaires convenus et des réceptions interdites. Dans les légendes, c'est là que l'on met un point final. Dans les documents, ce n'est qu'une virgule. Le calendrier du mois suivant, les noms des nouveaux témoins, la liste des objets sous scellés. L'horreur ne bouillonne pas. L'horreur s'étire comme une règle de bureau. Cette ligne comportait également un conflit que l'on aime oublier. D'un côté, une cruauté mythifiée sans limite. De l'autre, une machine procédurale avec des limites, mais sans compassion. La frontière ne soulageait pas la douleur, mais établissait un ordre. Combien de temps dure la session? Quand peut-on l'interrompre? Comment faire appel? Comment récupérer ses affaires après une issue favorable? Comment procéder à la confiscation? Comment retirer les marques après expiration du délai? L'habitude de vivre selon cette frontière rendait la communauté tout sauf libre. La liberté n'était pas nécessaire. Ce qu'il fallait, c'était la prévisibilité. Les adultes apprenaient à ne pas dire vérité et mensonge, mais conforme et non conforme. C'était cela, la véritable absence de légende. Pas de démon, pas de feu, mais un tampon et une table derrière laquelle toute peur pouvait être transformée en emploi du temps. Après cela, le couloir continuait à s'étendre au loin, et des panneaux encore plus austères apparaissaient sur les murs. Là où la légende recherche l'ombre et les chuchotements, se trouvaient des manuels avec des sections numérotées, des recueils de questions, des instructions pour vérifier des rumeurs, des listes de techniques autorisées et d'interdits. Dans certaines régions, on utilisait des manuels qui proposaient des formules toutes faites pour chaque étape. Comment enregistrer la mauvaise réputation? Comment noter la comparaison d'objets? Comment rédiger un serment de bonne foi? Et comment vérifier les garants? La même approche s'appliquait à la partie théologique. Des évaluateurs formés recopiaient les jugements suspects et les comparaient aux formules interdites, en s'efforçant de distinguer la négligence quotidienne de l'enseignement conscient. Dans ce réseau de termes et de notes de bas de page, les héros et les méchants disparaissaient, mais les rôles restaient. L'initiateur, le notaire, le conservateur de l'inventaire, le médecin lors du renforcement, les témoins, les évaluateurs de mots, le juge de forme. La machine fonctionnait grâce au fait qu'aucun rôle ne se confondait avec un autre. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle était plus résistante que le cri. En parallèle, un cycle annuel de foi et miséricorde fonctionnait. À certains mois,
des édits sur les déclarations et les coutumes interdites étaient proclamés. Les adultes étaient invités à se présenter volontairement dans un délai convenu, à énumérer leurs fautes et à signaler leur cercle de fréquentation. Ceux qui le faisaient avant l'expiration du délai bénéficiaient d'une décision plus clémente. Acte de repentance, caution, mention dans le registre paroissial, interdiction d'exercer certaines fonctions, porte d'un signe distinctif. Ceux qui refusaient et ignoraient l'annonce se retrouvaient dans une situation difficile. Convocation personnelle, confrontation, perquisition, renforcement au cours d'une seule session. Le mythe aime dessiner un entonnoir invisible. La réalité proposait des bifurcations signées, où chaque bifurcation transformait la peur en une habitude contrôlable. Et c'est précisément cette contrôlabilité qui est plus effrayante que n'importe quel souterrain. Contrairement aux récits tardifs, les limites des compétences jouaient un rôle important. Les affaires qui concernaient la forme théologique restaient sous la juridiction de l'Église et se terminaient par des repentirs, des signes, des interdictions, parfois par un long séjour dans l'isolement d'un monastère. Lorsque des crimes considérés comme séculiers étaient découverts, les dossiers étaient transférés dans une autre salle avec des extraits des procès-verbaux en annexe. Même le transfert à la justice laïque n'était pas un saut dans l'abîme. Il comportait un numéro de dossier, une liste de témoins, un inventaire des biens, une mention de l'état de santé de l'accusé, une liste de requêtes. L'horreur prenait forme et chronologie, et toute mesure extrême se trouvait être la dernière ligne d'un long tableau. Au sein même de la machine, il existait des restrictions dont on se souvient rarement. Il était interdit de laisser en suspens des affaires sans décision. Il était interdit de fractionner une session de renforcement en une série de procédures fictives dans le seul but de prolonger la douleur. Les méthodes laissant des mutilations incurables étaient interdites. Les menaces de mort comme moyen de persuasion étaient interdites. Des pauses et des examens, certifiés par un notaire, étaient obligatoires. En dehors de ces murs, la procédure comptait les os et les bougies, mais à l'intérieur, elle comptait les heures et les lignes. Il n'y avait pas de compassion, mais il y avait une limite, grâce à laquelle chaque étape suivante nécessitait la signature d'un responsable spécifique. C'est là que réside le revirement préparé. Là où l'on s'attend à l'arbitraire, on découvre un système de freins visqueux mais réels. Il ne protège pas de la douleur, mais il protège de l'infini. Un autre revirement s'est produit dans les appels. Ils n'ont pas transformé la vie en justice, mais ont créé des possibilités pour ceux qui savaient manier le papier. On pouvait demander un report pour cause de maladie, exiger la récusation de témoins pour cause d'inimitié, signaler des contradictions dans les témoignages, obtenir la vérification des inventaires et la correction des descriptions. Dans les villes complexes,
Il existait des groupes consultatifs qui classaient que les phrases et les objets. Les évaluateurs théologiques attribuaient des catégories au jugement et influençaient ainsi la gravité de l'issue. La légende dépeint un cri silencieux. Le document montre une dispute entre les tables, où une table en vérifie une autre, et celle-ci en vérifie une troisième. Ce n'est ni de la miséricorde, ni de l'humanisme. C'est une structure pour laquelle sa propre réputation est plus importante qu'une victoire ponctuelle. La dimension économique continuait à s'infiltrer dans chaque page. Des responsables étaient désignés pour conserver les objets confisqués. En cas de perte ou de détérioration, des sanctions étaient infligées aux gardiens. Les objets ne pouvaient être vendus avant le verdict. Les livres annotés ne pouvaient être nettoyés sans autorisation. En cas de verdict clément, les objets étaient restitués contre récépissé, chaque unité étant comptée. En cas de verdict sévère, les biens confisqués étaient répartis entre l'administration laïque et la structure ecclésiastique selon des parts prédéfinies. Dans de rares cas, les biens étaient laissés à la famille avec des restrictions, si la faute était reconnue comme personnelle et ne présentait pas de caractère de danger communautaire contagieux. Le compte, qui est tenu jusqu'à la dernière bougie, rend le mécanisme familier. Il fait partie du quotidien des artisans et des commerçants et transforme la suspicion en une autre forme de comptabilité. La zone de friction suivante concerne les témoins. Le système ne croyait pas en la mémoire parfaite. Il aimait la répétition. Les témoins étaient convoqués séparément. Leurs déclarations étaient vérifiées. Les coïncidences et les divergences étaient notées. On notait d'où chacun tenait ses informations. S'ils ne racontaient pas ce qu'ils avaient entendu, s'ils ne dépendaient pas de ceux qui avaient déjà été condamnés, s'ils n'étaient pas liés par une dette, si des signes évidents d'hostilité étaient détectés, les témoignages pouvaient être classés dans le dossier indigne de confiance. Et s'il y avait des coïncidences évidentes en termes de temps et de lieu, l'enregistrement était transféré dans la colonne « Grave ». Les statistiques supplantaient l'éloquence. Les cellules sèches des tableaux occupaient la place où, dans les légendes, résonnent les aveux retentissants. Et cela aussi fait partie de l'horreur. Les gens devaient apprendre à parler non pas le langage de la conscience, mais celui des circonstances vérifiables. Les signes de repentance fonctionnaient d'une manière particulière. Pour les fautes légères, on imposait le port de vêtements distinctifs, la participation à des offices selon un horaire précis, des pèlerinages sur certaines distances, le renoncement à des fonctions publiques. Les délais étaient indiqués en toutes lettres. Le contrôle était assuré par la paroisse, et chaque infraction donnait lieu à une nouvelle feuille. Le signe restait accroché pendant des années dans l'Église sous la forme d'un tissu sur lequel était inscrit le nom, afin que la communauté s'en souvienne. Dans les récits ultérieurs, tout cela a été fusionné en une seule image, mais le document montre une grande diversité. Certains
parcouraient un chemin court et retiraient leurs marques. D'autres restaient sous leur emprise pendant de longues années. La machine ne se pressait pas. Elle avait besoin que la cohabitation avec la suspicion devienne la norme. L'environnement urbain ajoutait un autre élément froid. Les assistants en réseau. Les laïcs adultes qui faisaient partie de l'entourage du tribunal aidaient à convoquer, à surveiller l'exécution, à signaler les déplacements et les violations du régime. Leurs activités étaient également documentées. Qui avait reçu la mission et quand? Quel était le résultat? Quelle était la récompense prévue? Ainsi, la suspicion était répartie entre les voisins et les partenaires de travail. Et rien n'approfondissait autant la peur que la possibilité de se retrouver confronté à la procédure directement sur le marché. La légende y voit une intention malveillante. Le document montre simplement comment la délégation rapproche la machine des gens. Au bout du couloir se trouvait la dernière grâce. Si, après la période de comparution volontaire, l'adulte continuait à nier en présence de témoignages concordants et d'objets trouvés, le tribunal ordonnait un renforcement dans le cadre d'une seule séance. Le notaire notait l'heure, le médecin notait l'état, les techniques interdites étaient énumérées à l'avance. Après la séance, il y avait à nouveau des questions qui devaient recevoir des réponses, et si après la pause, la personne répétait la même chose, l'affaire était renvoyée au bloc d'évaluation des preuves. Un seul renforcement était autorisé par bloc, puis de nouvelles données étaient requises. C'est là le troisième revirement préparé. Là où la rumeur attend l'abîme, il y a un limiteur qui oblige la machine à revenir au tableau, et non à la nuit sans fin. La dernière partie n'a jamais ressemblé à un point culminant. Elle ressemblait plutôt à un rapport comptable, soit une cessation, avec une note de réconciliation et une promesse d'amélioration, soit une longue repentance sous le signe, soit un transfert au juge laïque si l'affaire dépassait la juridiction théologique. Même lorsque l'issue conduisait à la peine la plus sévère, le document rassemblait un sombre inventaire. Date, nom, signature, description, répartition des biens. C'est là que se manifestait la principale divergence entre le mythe et le papier. Le mythe raconte l'histoire d'un monstre qui dévore sans discernement. Le papier montre une machine qui compte, remplit des colonnes et fait de la suspicion une habitude. Le danger ne réside pas dans le démon, mais dans le fait que la mémoire de la communauté se remodèle selon un calendrier. Les gens commencent à vivre comme si le tableau d'affichage et la liste des questions faisaient partie du paysage au même titre que le marché et le puits. Et cela transforme la peur en silence et le silence en ordre. Les archives se trouvaient être le cœur de la machine. Elles contenaient les inventaires des saisies, les cahiers de mauvaise réputation, les feuilles avec les résultats des perquisitions, les copies des décisions de renforcement et de suspension, les recueils reliés de questions avec des corrections dans les marges. On y conservait également des index avec des références croisées, nom, métier, quartier, cercle social,
affaires dans lesquelles la personne avait été témoin, gardien, garant. Alors que la légende parle de soudaineté et d'obscurité, le document montre la mémoire du papier qui survit aux hommes. Les archives permettaient de renouer avec d'anciens fils, de retrouver des témoignages oubliés, de vérifier les écritures et les cachets au fil des ans. Elles n'étaient pas un entrepôt du passé, mais un instrument du futur, car toute nouvelle rumeur s'ajoutait automatiquement aux lignes précédentes et devenait partie intégrante d'une longue biographie de soupçons. Cette biographie ne connaissait pas les limites de la ville. Les demandes étaient envoyées aux paroisses voisines et à d'autres tribunaux afin de confirmer le rôle d'une personne dans les affaires des années précédentes. Les lettres étaient standardisées. Elles demandaient si l'adulte avait participé à des actes de repentance, s'il portait une marque, s'il avait enfreint des interdictions, s'il avait un lien avec les livres confisqués. En réponse, on recevait des extraits signés par des notaires et scellés par des conservateurs. C'est ainsi que se constituait un réseau horizontal dans lequel la fuite vers un autre quartier ou sur l'autre rive ne se transformait pas en salut, mais en un nouveau dossier avec les mêmes champs. Le mythe aime les caves isolées. La réalité aimait le cadastre, qui construisait des couloirs de papier entre les villes et les embarcadères. Le système connaissait aussi des issues plus clémentes, dont on se souvient à peine. Il y avait des suspensions avec obligation d'assister aux offices, des périodes de port d'un signe distinctif, des pèlerinages avec des étapes contrôlées, des interdictions d'exercer certaines fonctions pendant plusieurs années, des cautions accordées par des chefs d'artisanat. Parfois, des amendes étaient infligées et les biens étaient restitués contre récépissés. Parfois, on autorisait la personne à vivre à condition que les livres soient conservés chez le gardien de la paroisse et remis sur demande. Cela ne ressemblait pas à de la miséricorde, mais plutôt à un contrat de dette dans lequel la communauté devenait le créancier de la loyauté. La personne continuait à travailler, mais sa vie prenait la forme d'un paiement échelonné, où chaque erreur entraînait une nouvelle ligne. Il y avait aussi des cas de sanctions pour les faux témoins. Si l'on découvrait une hostilité manifeste ou une déformation délibérée des faits, les témoignages étaient classés dans le dossier « indigne de confiance » et l'initiateur recevait sa punition. Acte de repentance, interdiction d'exercer des fonctions publiques, parfois un bref résumé, parfois une amende au profit de la victime. La machine ne protégeait pas l'homme, mais la forme, et punissait donc ceux qui la détérioraient. C'était un équilibre froid. Le mensonge était puni non pas pour la vérité, mais pour l'intégrité du tableau, afin qu'il puisse être réutilisé le lendemain. Les affaires concernant les livres suivaient une ligne distincte. Les imprimeurs, les relieurs, les libraires vivaient au rythme des contrôles. Les autorisations d'impression et de vente se transformaient en passeports de production, qui devaient être présentés à la première demande. Les saisies étaient décrites avec la minutie d'un entrepôt. Combien d'exemplaires, quel format
sur quel papier, avec quelle reliure, chez qui ils se trouvaient, à qui ils étaient destinés. Dans les cas bénins, les livres étaient rendus avec une interdiction de diffusion. Dans les cas graves, ils étaient brûlés selon un acte officiel, et le propriétaire était obligé de confirmer publiquement qu'il ne conserverait plus de tels textes. Ce n'était pas la flamme de la légende, c'était l'inventaire des corps de papier, où chaque livre devenait une unité avec un destin et une valeur finale. Les repentirs publics en milieu urbain ne ressemblaient pas à un spectacle, mais à un emploi du temps. Les jours où les gens se tenaient devant les temples, marqués d'un signe, étaient répartis à l'avance afin que la communauté ne voie pas un élan d'émotion, mais la régularité des rappels. Dans les temples, on affichait des banderoles avec les noms et les délais après expiration. Elles étaient retirées et transférées dans des cahiers séparés. Certains restaient sous le signe pendant plusieurs mois, d'autres pendant des années. Cette longue série familiarisait les citadins avec l'idée que le soupçon n'était pas soudain. Il coulait à côté, comme l'eau dans un fossé. La légende raconte l'histoire d'un monstre qui rugit et disparaît. Le document apprend à regarder le mur où sont accrochés les noms et le livre où sont inscrites les dates. Les contrôles internes constituaient un autre mécanisme qui venait perturber l'image d'une obscurité totale. Des visiteurs venaient de l'extérieur pour observer la manière dont les procès-verbaux étaient rédigés, dont les renforts étaient organisés, dont les objets saisis étaient conservés, dont les délais étaient calculés et dont les appels étaient entendus. À l'issue de la visite, des rapports avec des corrections étaient rédigés, où les pauses étaient violées, où les procès-verbaux se décomposaient en chaînes incorrectes, où le gardien avait commis une perte et devait rembourser la valeur. Cela ne rendait pas la machine juste, mais la rendait stable. Les instruments de contrôle n'existaient pas pour les gens, mais pour la durabilité de la machine elle-même. Les affaires frontalières impliquant des tribunaux laïques montraient un autre niveau de viscosité. Si, au cours d'une affaire théologique, un vol, une violence ou une agression étaient révélés, les documents étaient transmis à la juridiction compétente, mais avec eux disparaissait aussi le réseau de relations. Qui était présent? Ce qui avait été trouvé? Quels étaient les délais? Comment les saisies avaient été effectuées? La salle civile continuait sur la même lancée. Calendrier, témoins, inventaire, répartition des biens. Parfois, on revenait en arrière pour préciser la forme. Et alors, le couloir s'allongeait encore de plusieurs mois. Il n'y avait rien de romantique dans cette relation entre l'Église et la ville. On avait l'habitude de compter jusqu'à la dernière bougie. Il était important de protéger la forme contre l'improvisation au niveau des rumeurs. L'annonce de la grâce était souvent accompagnée de la lecture d'une liste de formules interdites et d'une explication de la différence entre la négligence quotidienne et la prédication consciente. Cela semblait sec et moralisateur, mais cela réduisait le nombre d'accusations instantanées.
les gens apprenaient à distinguer la rumeur du signe. En même temps, cela renforçait l'obligation de se souvenir. Lorsque les critères sont expliqués, l'oubli ne sauve plus. La communauté se mettait en ordre non pas parce qu'elle était intimidée, mais parce qu'on lui avait donné une règle qu'elle pouvait appliquer à son voisin et à elle-même. Il arrivait que des affaires soient suspendues pour insuffisance. Dans ces cas-là, on présentait des excuses à la communauté, mais on laissait une note dans les archives, la date, les noms, la nature de la rumeur, les mesures prises et les raisons de la suspension. Cette note n'était pas une marque secrète, mais elle devenait un point de référence auquel on revenait si la rumeur refaisait surface. Ainsi, une ombre papier s'installait sur la personne, l'empêchant de vivre aussi librement qu'avant la convocation. Dans les légendes, le mal dévore ou libère. Ici, le mal s'accomplissait comme un souvenir qui ne s'éteignait pas avec la fin de la séance. Les voies de recours fonctionnaient également dans le sens d'un assouplissement des marques. Après la période de port, il était possible de demander à ce que le tissu soit retiré et la dette considérée comme acquittée. La paroisse vérifiait les visites, les remarques des témoins et l'absence de nouveaux épisodes, après quoi le signe était retiré conformément à l'acte. Cela semblait insignifiant, mais ce sont précisément ces petites choses qui rendaient la procédure légère. Les gens voyaient que la peur avait non seulement une entrée, mais aussi une sortie. Elle est froide, payante en temps et en humiliation, mais c'est une sortie et non un mur sans porte. Un autre aspect était la pédagogie interne du tribunal. On apprenait aux nouveaux greffiers à écrire selon des formules identiques, à ne laisser aucune place à l'ambiguïté, à toujours indiquer les raisons et les sources, à ne pas mélanger l'évaluation théologique et la constatation quotidienne, à séparer les perquisitions, les interrogatoires, les saisies, les appels et la comptabilité. Cette école de langue rendait la machine indifférente aux personnes. Les uns partaient, les autres arrivaient, mais les phrases restaient, comme des rails. C'est pourquoi la légende du redoutable inquisiteur explique mal la longévité du mécanisme. Il ne reposait pas sur les caractères, ni sur les accès de jalousie, mais sur la capacité à multiplier des feuilles identiques. Au niveau de la vie urbaine, ce n'était pas la sévérité des punitions qui s'avérait la plus destructrice, mais la prévisibilité des procédures. Les gens cessaient de penser en termes de vérité et de mensonge, et commençaient à penser en termes de forme et hors forme. Les artisans cessaient de garder des livres chez eux sans autorisation, non par crainte de la cave, mais par crainte de perdre une semaine en perquisition et en inventaire. Les témoins acceptaient de signer, non par haine, mais par désir de se protéger contre les soupçons de dissimulation. Le pouvoir ne se rapprochait pas, mais devenait plus familier, comme un joug que l'on cesse de remarquer.
C'est précisément cette accoutumance progressive qui explique le résultat principal. Le danger ne résidait pas dans le démon, mais dans la bureaucratie, dans sa capacité à transformer la peur en silence, et le silence en ordre, qui peut être répété sans acteur et sans légende. La machine archivistique avait une autre facette, les cycles itinérants. Les juges et les greffiers partaient en voyage avec des coffres portables, des sceaux, des réserves de parchemin et des formulaires pré-remplis. Annonce de grâce, formulaire de convocation, tableau pour les enquêtes sur la mauvaise réputation, modèle d'inventaire pour les saisies. Dans les petites villes et les paroisses, cela ressemblait moins à une invasion qu'à une foire au papier. Sur la place apparaissait un tableau avec les dates, à côté duquel se trouvait une table sur laquelle étaient éparpillés des sceaux, des règles pour les marges régulières, des sabliers pour sécher l'encre. Les légendes sinistres murmurent d'une nuit soudaine. La réalité plaçait l'horaire au centre de la journée. Les adultes s'approchaient, vérifiaient si leur nom figurait sur la liste et repartaient avec l'obligation de se présenter dans un délai déterminé. La commodité était trompeuse. Plus la machine fonctionnait efficacement, moins il restait d'endroits où l'on pouvait éviter d'interagir avec elle. À côté des cycles de sortie vivait l'école de la répétition. Les nouveaux greffiers n'étaient pas formés à l'art de convaincre, mais à la répétition obstinée de formulations identiques. Chaque soupçon devait être composé de circonstances, de lieux, d'heures écrites en toutes lettres, de noms de témoins et d'une liste d'objets. Les contrôles internes détectaient les irrégularités. Là où le renforcement se transformait en une chaîne de prolongation fictive. Là où le gardien avait perdu le livre. Là où les inventaires ne concordaient pas. Là où les délais de grâce avaient été repoussés par paresse. Les sanctions suivaient le même schéma. De la réprimande et de l'interdiction d'exercer à l'indemnisation de la perte. La machine ne protégeait ni la vérité ni la miséricorde, mais sa propre capacité à rouvrir demain son stand au marché et à recueillir à nouveau les mêmes signatures. Un circuit froid distinct traversait le quotidien de ceux qui s'en tiraient avec une peine légère. Les marques sur les vêtements rendaient visible le souvenir de l'affaire, et avec elles venaient des restrictions. Quel jour se tenir près de l'église, ou se montrer, quelle tâche artisanale était temporairement inaccessible, jusqu'où on pouvait s'éloigner de chez soi sans autorisation. La paroisse vérifiait le respect des délais et consignait chaque marque dans un registre. Mois après mois, fête après fête. À l'expiration du délai, la marque était retirée par acte officiel, ce qui ressemblait moins à un pardon qu'à la clôture d'un paiement échelonné. La personne reprenait ses vêtements habituels, mais les archives restaient avec des références croisées. Si la rumeur refaisait surface, toutes les feuilles précédentes seraient ajoutées aux nouvelles et alourdiraient le fardeau. Ainsi, la constance se transformait en pression et la pression en norme.
Les frontières entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir municipal n'étaient pas une simple décoration. À l'intérieur de la partie théologique, le tribunal prononçait des repentirs, des interdictions, des emprisonnements monastiques, des marques. À l'extérieur, il transmettait les documents à la salle séculière lorsque l'affaire concernait un vol, une violence, un incendie criminel, des armes secrètes et d'autres dangers publics. Même lors des transferts, l'encre ne séchait pas. Des extraits, des inventaires, des listes de témoins et des conclusions d'experts étaient joints au dossier. La main séculière continuait à suivre la musique de la forme. Les mêmes tableaux, les mêmes délais, les mêmes sceaux sur les coffres saisis. La légende aime les précipices. La réalité préfère les ponts sur lesquels l'affaire se poursuit sans à-coups, comme si elle avait sa propre inertie, celle d'une lourde roue. Dans le domaine des livres et des documents papier, la machine semblait encore plus sobre. Les formules et les affirmations interdites étaient inscrites sur des feuilles qui étaient lues à haute voix à certains mois. Les imprimeurs et les relieurs vivaient selon le calendrier des contrôles. Les autorisations de tirage devenaient des laissez-passer qui devaient être présentés sur demande. Les saisies étaient décrites unité par unité. Format, reliure, papier, notes dans les marges, chez qui et où elles avaient été découvertes. Dans les cas bénins, les livres étaient rendus avec une interdiction de diffusion et une mention de conservation à la table paroissiale. Dans les cas graves, ils étaient détruits conformément à un procès-verbal et le propriétaire était contraint de s'engager à se tenir à l'écart de tels textes. L'horreur ne cherchait pas le feu comme spectacle. L'horreur vivait dans une comptabilité indifférente, capable de remodeler les étagères de livres de tout un quartier sans élever la voix. La machine considérait également comme sienne la question du faux témoignage. Une hostilité avérée, une déformation prouvée des faits, la répétition de erreurs chez les mêmes personnes. Tout cela entraînait une réponse. Interdiction d'exercer des fonctions publiques, acte de repentance, parfois un bref résumé, parfois une compensation financière. Le couloir ne luttait pas pour la vérité en tant que valeur. Le couloir protégeait sa géométrie. Si ces murs tenaient bon, on pouvait y mener une autre grâce, une autre série d'interrogatoires, une autre vague d'inventaire des entrepôts sans que tout s'effondre. Cette endurance tranquille est ce que les récits ultérieurs transforment en obscurité totale. Mais l'obscurité ici est un effet secondaire de l'habitude de vivre sur des feuilles identiques. Au niveau des quartiers artisanaux, le changement le plus notable se devinait dans les habitudes. Les gens cessaient de conserver des livres sans autorisation, non pas par crainte des cachots, mais par crainte de perdre un mois en fouilles et en inventaire. Les proches apprenaient à remplir les formalités de cautionnement et à surveiller les délais afin qu'aucun des leurs ne se retrouve dans la zone difficile, simplement parce qu'il avait manqué un jour
de comparution. Les témoins divisaient le récit en faits: lieu, heure, objet, nom, et essayaient d'éviter les jugements afin de ne pas être eux-mêmes accusés de diffamation. La suspicion se propageait non pas comme une flamme, mais comme de l'eau dans un fossé, lentement, silencieusement, selon des lignes connues, avec des détours vers les entrepôts, les temples, les librairies, les quais et les portes de la ville. Les faiblesses du mécanisme n'avaient pas disparu. Il y avait des greffiers qui râlaient et raccourcissaient les formules. Il y avait des gardiens qui perdaient des objets et attribuaient ces pertes à un incendie. Il y avait des médecins qui se laissaient corrompre pour que les notes sur la santé pendant la période de renforcement soient plus flatteuses. Mais, par-dessus tout cela, le système se maintenait grâce à des réparations. Visites d'inspecteurs, duplicatas de livres, remplacement de personnes dans les paroisses voisines, interdiction des cadeaux et amendes pour négligence. Les mauvaises histoires ne disparaissaient pas. Elles étaient simplement inscrites dans une autre colonne, violation de la forme, et on passait à autre chose. Pas de romantisme dans la lutte contre le mal. À la place, une simple détermination à ne pas laisser le papier devenir lui-même un déchet. Les voies de recours fonctionnaient dans les deux sens. Il était possible de demander la suppression du signe après la date limite, de demander à ce que la maladie soit prise en compte pendant la période de grâce, de signaler des dates qui se chevauchaient et empêchaient la comparution. En réponse, on ne recevait pas de regrets, mais de nouvelles feuilles. Report de l'audience, mention de la vérification des visites, décision de retirer le tissu du nom. Ces petites échappatoires ne rendaient pas le monde plus juste, mais elles laissaient des portes ouvertes. Elles n'étaient pas bon marché, elles n'étaient pas rapides. Elles étaient humiliantes pour la fierté, mais c'étaient tout de même des portes. C'est ainsi que la machine a déshabitué la communauté des moments forts. Personne n'attendait le tonnerre. Tout le monde vivait selon l'horaire. La mesure extrême, que l'on aime utiliser pour juger le passé, semblait dépourvue de mysticisme dans les documents. Le transfert à une autorité laïque fixait la date, le lieu, la liste des preuves et l'état de la personne. Les biens étaient inventoriés. Les conséquences quotidiennes étaient réparties entre les familles et les communautés. Les participants à l'affaire se répartissaient entre les différentes lignes du rapport, certains en tant que témoins, d'autres en tant que gardiens, d'autres encore en tant qu'exécutants des décisions. La légende aime le moment où tout se termine. Le papier préfère le rapport qui montre combien de temps cela a pris et combien de mains ont rendu cela possible. Le sens ultime d'un tel couloir n'est pas qu'il est plus effrayant qu'une cave. Il est plus effrayant par son caractère familier. Les adultes apprennent à vivre en consultant le tableau d'affichage, tout comme ils consultent le prix du marché pour le sel et la laine. L'artisanat
enseigne à répéter des formules pour ne pas sortir du cadre. Les archives enseignent à se souvenir non pas d'un événement, mais d'un calendrier. Et c'est là que réside l'anatomie du risque. Le danger ne réside pas dans le démon, mais dans la manière de tourner la communauté vers le papier afin que le papier devienne son mode de vie. Lorsque les listes de questions et les formules de réponses deviennent plus importantes que les légendes, la cruauté ne disparaît pas, mais la chance de la voir comme une exception disparaît. Elle s'intègre dans la vie quotidienne et cesse de résonner comme un cri.